Alors, je vous invite à vous installer pour cette dernière partie de l'après-midi. On va aller sur un sujet un petit peu différent, parce qu'on a parlé beaucoup de chaleur, on va parler de froid maintenant. En fait, l'enjeu de l'adaptation au changement climatique, et notamment en période estivale, on va se poser la question de comment les énergies renouvelables peuvent contribuer au confort d'été. Alors bien évidemment, l'aménagement urbain, la conception, la sobriété des bâtiments sont la priorité en amont. Mais ensuite, quelle place les énergies renouvelables pour couvrir les besoins résiduels de froid? Donc c'est les questions qu'on va pouvoir se poser. Je vais donc appeler à la tribune Cindy, Gérard, Richard et Eric. Je vous invite à vous rejoindre. Merci à tous les quatre. Donc on va regarder dans cette dernière séquence quelles solutions on peut proposer, soit à l'échelle du bâtiment, soit à l'échelle des réseaux. Notamment comment les réseaux peuvent rester compétitifs par rapport à des solutions qui proposent du chaud et du froid, comme des pompes à chaleur individuelles. Il y a des solutions qui émergent, mais qui sont méconnues, d'où l'objectif de cet atelier, de pouvoir les mettre en lumière avec 4 interventions. Donc Cindy Melfort du CEREMA, le CEREMA qui publie notamment l'enquête sur les réseaux de froid en France et qui nous apportera une vision un peu macro sur les enjeux autour du froid et sur son retour d'expérience sur les réseaux existants en France. Ensuite, Gérard Mazot de MixENR. MixENR, c'est la société qui conçoit et réalise les réseaux de Bordeaux Métropole. Donc, il nous présentera son retour d'expérience sur les solutions de froid que MixENR peut exploiter aujourd'hui. Et après les réseaux, on zoomera sur des solutions un petit peu plus innovantes avec Richard Loyen, donc, délégué général de chez Inerplan, ou comment le solaire thermique peut aussi produire du froid. Et Éric Dupuis de Valorem qui nous présentera une solution qui s'appelle CryoSolar, qui permet de stocker du froid de produire et de stocker du froid à partir de photovoltaïque. Donc, dans un premier temps, je donne la parole à Cindy. Cindy, aujourd'hui, avec l'évolution du climat, quels sont les grands enjeux par rapport au froid? Et est-ce que les réseaux de froid sont répandus en France? Quels atouts on peut relever par rapport à l'étude qu'a menée le CEREMA? Et face au changement climatique, quels sont les atouts des réseaux par rapport aux solutions individuelles? Oui, bon, rebonjour, parce que j'étais là tout à l'heure. Oui, donc l'idée, c'est de prendre un petit peu de la hauteur là, sur les enjeux du froid, les enjeux de climatisation, de confort d'été, etc. Juste pour préciser, c'est bien la FEDEN SNCU qui publie l'enquête annuelle des réseaux de chaleur et de froid, donc il y a un volet froid à l'intérieur. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a publié des fiches par réseau qui vont un petit peu plus loin. On a enquêté un certain nombre de réseaux qui répondent à cette enquête pour creuser un petit peu, est-ce qu'on ne peut pas dégager des typologies sur ces réseaux, sur les bâtiments raccordés, quelles technologies sont mises en œuvre pour produire le froid. Voilà, c'était juste pour préciser. Donc voilà, alors quels enjeux sur le froid? Bon, je vous apprends rien, mais voilà, aujourd'hui, on constate quand même qu'on est exposé à de plus en plus de vagues de chaleur qui sont de plus en plus extrêmes, de plus en plus fortes. Et donc, en lien avec ça, on a des besoins en froid qui vont augmenter. Quelques chiffres que je vous ai mis sur les équipements des ménages. On a gagné 10% en 5 ans, donc plus 10% des ménages qui s'équipent de solutions individuelles de climatisation pour voilà, gagner en confort d'été sur ces épisodes caniculaires. Si on regarde au niveau des entreprises, tout le secteur tertiaire, on est presque à la moitié des bâtiments qui sont équipés aussi de solutions de froid. On y reviendra un peu, principalement tout ce qui est bureau, commerce. Aujourd'hui, on a des taux d'équipement importants. Et quelques chiffres aussi sur les unités de climatisation vendues. On est aujourd'hui à 800 000 contre 350 000 en 2015. Donc on voit une forte dynamique en fait sur le taux d'équipement des bâtiments sur le froid. Donc après, se pose la question, est-ce que on laisse faire comme ça ou est-ce que on propose des choses pour aussi répondre à ces observations qu'on constate aujourd'hui sur les territoires. Quelques chiffres aussi sur la consommation. Alors, je ne sais pas si
si les ordres de grandeur vous parlent, mais voilà, aujourd'hui le froid c'est principalement de la consommation électrique, hein, on utilise de l'électricité pour faire du froid. L'électricité, on en parle aussi pour d'autres usages, je pense notamment à la mobilité, où on est sur de la forte aussi électrification de ce secteur. Et donc, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'on va continuer comme ça à faire de l'électricité pour aussi subvenir en fait à ces besoins en froid qui vont augmenter? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres énergies à mobiliser et sous quelle forme? On y reviendra. Et puis, ces solutions, elles émettent aussi des émissions de gaz à effet de serre, et notamment aussi tous les fluides frigorigènes, hein, qui sont quand même assez nocifs et qui ont des pouvoirs de réchauffement largement supérieurs à du CO2. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est quelque chose qui monte, même si aujourd'hui les chiffres sont pas énormes entre guillemets, mais en fait c'est plutôt dans une dynamique d'accélération. Et donc si on ne se pose pas la question aujourd'hui, eh ben, demain peut-être que nos bâtiments seront équipés avec les effets que je présenterai juste après, qui ne sont pas forcément toujours bénéfiques pour l'environnement et pour le changement climatique, voilà. En tout cas en termes d'adaptation. Voilà, je vous ai juste remis les chiffres, hein, sur les bâtiments tertiaires, les bâtiments qui sont le plus équipés aujourd'hui, hein, principalement les bureaux, les commerces. Tout à l'heure, j'évoquais les data centers aussi, hein, qui ont des besoins en froid. Puis aujourd'hui, avec l'usage du numérique, on en a de plus en plus des data centers. Donc c'est aussi des usages qui peuvent être regardés. Alors les solutions individuelles, puisque tout à l'heure je vous évoquais, on a de plus en plus de bâtiments qui s'équipent, c'est principalement des solutions individuelles. Ça n'a pas que des bénéfices, donc il y a peut-être autre chose à faire. Déjà sur le renforcement de l'îlot de chaleur urbain, alors ça a été un petit peu évoqué, mais en fait qu'est-ce qui se passe quand on utilise un climatiseur? On veut refroidir l'ambiance intérieure, donc en fait on rejette de la chaleur à l'extérieur qui renforce la température ambiante extérieure, donc on réchauffe en fait l'extérieur. Comme on réchauffe l'extérieur, on veut climatiser encore plus l'intérieur, et donc on rentre dans un cercle un peu vicieux qui fait que au lieu de diminuer les consommations, les besoins en froid, on fait que d'amplifier, et donc on rentre dans des amplifications en fait des îlots de chaleur. Et donc je vous ai juste remis aussi quelques chiffres là sur Paris. Ils avaient estimé que l'usage des solutions individuelles, c'est plus 0,25 à 2 degrés en plus avec juste l'usage de ces équipements. Les fluides frigorigènes qui sont utilisés, hein, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont fortement contributaires aux gaz à effet de serre. Sur les solutions individuelles, on va moins suivre en tout cas ce qui se passe par rapport à des solutions mutualisées, j'y reviendrai, où on peut mieux suivre. Enfin, voilà, on a des plans d'entretien. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de solutions qui sont installées où on n'a pas forcément des entretiens annuels pour regarder si tout va bien, est-ce qu'elles sont nettoyées, etc. Beaucoup de froid produit par de l'électricité. Donc forcément, quand on lance les climatiseurs, on va avoir des pics de consommation à certains moments. Donc pareil, quid un petit peu du réseau électrique et de cette demande. On peut un peu plus lisser quand on a des solutions mutualisées. Et puis c'est quand même moins performant que des solutions mutualisées que sont les réseaux de froid. Alors, il y a des solutions alternatives. Avant de rentrer sur la partie plus technologique, entre guillemets, il y a quand même à se poser la question de l'aménagement de nos villes. Aujourd'hui, vous êtes tous au fait, ou en tout cas pas très loin de chez vous, peut-être sur les programmes de végétalisation des cours d'école, par exemple, hein, où en fait on se rend compte que ramener de la nature dans les villes, ça va permettre aussi d'améliorer le confort d'été. Donc il y a toutes ces questions en fait de comment on aménage nos territoires, comment on ramène de la nature en ville, comment on ramène des points d'eau pour aussi baisser cet effet d'îlot de chaleur qui se pose quand même à plusieurs endroits. Et donc c'est un premier point, en tout cas dans les aménagements qu'on va opérer, de penser est-ce que ces aménagements sont vivables ou pas en été. On voit encore beaucoup de places par exemple qui sont refaites, qui sont hyper minérales. Et donc on sait que c'est des places où en plein été, personne n'ira s'installer sur la place en plein soleil. Voilà. Donc il y a ces choses-là à revoir. Après, si on descend à l'échelle du bâtiment, il y a la conception même du bâtiment, hein, où il faut avoir des bâtiments bioclimatiques qui prennent en compte aussi des scénarios un peu caniculaires, et de voir si le bâtiment permet d'avoir une inertie
qui limite en fait l'augmentation de la température à l'intérieur. Donc voilà, on va penser au traitement des fenêtres qui sont exposées au sud. Est-ce qu'on a des systèmes occultants? Est-ce qu'on peut permettre du rafraîchissement nocturne, par exemple? Enfin voilà, toutes ces solutions aussi aujourd'hui qu'on voit, qui sont plus faciles à mettre en place sur des bâtiments neufs, mais en tout cas qu'il faut intégrer dès la conception. Et si on rentre dans des rénovations plus globales de bâtiments, voilà, les penser aussi. Et puis, malgré tout ça, on peut quand même encore avoir des besoins en froid. Et donc là, se pose la question de mutualiser quand c'est possible. C'est-à-dire que dans les centres-villes, on a des concentrations de bâtiments, notamment bâtiments tertiaires, qui consomment du froid. Et donc, plutôt que chacun développe sa solution individuelle, avec les effets que je vous ai présentés juste avant, de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas aller plutôt vers des solutions mutualisées, où on va avoir une centrale de production de froid qui va après distribuer à ces différents bâtiments. Donc c'est le principe du réseau de froid qui fonctionne globalement comme un réseau de chaleur. Donc voilà, je ne vous détaille pas. On peut avoir du stockage de froid aussi sur les réseaux. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on voit. Ça permet de répondre aux enjeux de pic de consommation. Donc on va stocker de la glace ou de l'eau glacée qui va permettre d'être redistribuée à des moments où le réseau électrique est moins en tension, puisque juste à côté, là, vous voyez un petit peu la répartition aujourd'hui. Donc les chiffres sont basés sur l'enquête annuelle faite par la FEDEN sur le froid. C'est principalement de la compression électrique pour produire le froid, donc des groupes froids qui consomment de l'électricité. Après, on va avoir d'autres technologies qui se développent, le free cooling par exemple. Pour illustrer, on peut parler du réseau de froid de la Seine, enfin de Paris, qui s'alimente avec la Seine et uniquement avec la Seine sur une partie de l'année. Et des fois, voilà, quand les températures ne sont pas assez basses, on va compléter avec de l'électricité. Mais voilà, donc là, on peut avoir aussi des taux ENR sur ces moments de l'année. On a aussi les thermofrigos, on pompe, les packs, enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ces technologies, en tout cas, là, qui sont en orange, permettent de produire à la fois du chaud et du froid. Donc c'est aussi intéressant de coupler les usages. Rapidement, sur les intérêts, je vous ai parlé que les solutions individuelles ont quand même des efficacités qui sont moindres. Effectivement, en mutualisant, on permet de mettre des machines frigorifiques qui sont quand même plus performantes. On ne pourrait pas équiper chaque bâtiment avec ce type d'installation. Donc ça, c'est un premier intérêt. Et puis, on en a parlé, limiter les pics de consommation. L'aspect aussi, traitement des façades, par exemple, quand on est dans des centres urbains, on voit bien, quand on installe des climatiseurs, vous avez des grosses boîtes là qui sont tout à fait jolies en façade. Donc ça peut aussi être, quand on est sur des centres classés, par exemple, ou des choses comme ça, et puis pas que d'ailleurs, c'est pas toujours très très esthétique. Et donc le fait de mutualiser, ça permet aussi un gain de place, et puis aussi par rapport à ces façades. L'atténuation des effets d'îlots de chaleur, j'en ai parlé. Moins d'émissions aussi de gaz à effet de serre par rapport à une meilleure maîtrise des fluides frigorigènes qui circulent dans ces machines de froid. Juste aussi quelques chiffres, on a des enjeux sur le développement des réseaux de froid. On en a parlé un peu ce matin pour les objectifs de développement pour la chaleur, mais on a aussi un pendant dans la programmation pluriannuelle de l'énergie du froid, avec de la multiplication par 3 des livraisons à un horizon 2035. Aujourd'hui, on a une quarantaine de réseaux qui sont recensés dans l'enquête annuelle, donc beaucoup moins que les 900 réseaux de chaleur. Donc on est plutôt sur une filière en devenir qui raccorde aujourd'hui plus de 1500 bâtiments, principalement du tertiaire, mais avec des projets en développement. Mes collègues pourront en parler. Donc voilà quelques enseignements, des bâtiments tertiaires principalement. Souvent, les réseaux de froid, on estime qu'il faut quand même un consommateur un peu stable à l'année pour que on ait quand même aussi une viabilité économique du réseau. Des besoins qui sont encore mal connus. Alors je vous ai montré tout à l'heure en réseau qui recense, en tout cas qui estime tous les besoins en froid des bâtiments. Donc ça permet aussi de faire connaître là où on pourrait avoir des opportunités de développer ces réseaux. Donc n'hésitez pas à regarder et puis pourquoi pas aussi être proactif en tant que collectivité sur le sujet. Et donc des opportunités pour coupler de la production de chaleur et de froid
avec différentes technologies qui permettent de faire ça. Donc quand on a des secteurs où on a à la fois des besoins en chaleur, à la fois des besoins en froid, ça peut renforcer en fait la pertinence de coupler les moyens de production. De valoriser aussi la chaleur fatale, puisqu'on peut faire du froid avec du chaud, le solaire thermique, je crois qu'on en parlera aussi. Donc de valoriser ces énergies renouvelables qui permettent aussi de produire du froid. Donc c'est des choses aussi qu'on peut regarder. Et puis valoriser des sources de froid renouvelables, l'eau de la mer, voilà. Il y en a qui utilisent la thalassothermie, tous les projets là, qui sont développés autour de Marseille où on va puiser l'eau de mer pour rafraîchir les bâtiments, les lacs, les fleuves, le sous-sol. On a parlé de la géothermie qui est aussi une bonne solution pour faire du froid. Donc voilà, toutes ces énergies qu'on peut mobiliser pour produire du froid renouvelable. Et je vais m'arrêter là parce que ça, je vous l'ai présenté tout à l'heure. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre plateforme en réseau qui recense les zones d'opportunité de froid. Merci beaucoup Cindy pour ce tour d'horizon. Juste la dernière diapo qui renvoie sur les ressources produites par le CEREMA. Je vous laisse regarder, mais je crois que les diapos circuleront peut-être à la fin oui. Voilà, de la journée. Donc ça, c'est ce qu'on a produit sur les systèmes de froid, avec à la fois les technologies et puis ce que je vous évoquais, des fiches détaillées par réseau de froid. Comme ça permet aussi d'avoir des exemples inspirants pour faire des bébés dans les territoires. Merci. Je vous laisse passer la zapette à Gérard. Voilà, donc Gérard Mazot, vous travaillez chez Mix ENR, Oui, société qui commence à avoir un bon recul aujourd'hui sur la production et la distribution de froid. Non. Ça marche ? Oui, ça marche. Parfait, merci. Donc, est-ce que vous pouvez nous partager un peu votre retour d'expérience, les enseignements que vous pouvez tirer des installations que vous exploitez aujourd'hui ? Tout à fait. Quand j'aurai compris comment ça fonctionne. Voilà, ça y est. Voilà, donc je fais partie d'un groupe qui s'appelle Bordeaux Métropole Énergie, qui est une société d'économie mixte, comme vous pouvez voir, avec 68% de capital de la métropole. Donc notre but, c'est de produire, de distribuer de l'énergie, que ce soit du gaz naturel historiquement, mais maintenant des sources renouvelables, réseau de chaleur, réseau de froid. On a aussi une filiale qui s'occupe de carburant propre. Elle figure peut-être pas sur cette présentation, mais elle existe. Donc on est vraiment sur toute la chaîne de valeur avec une forte accélération sur la production d'énergie, notamment photovoltaïque, la méthanisation. Voilà, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui en fait. Mais je vous présente le groupe dans sa totalité. Et une des filiales les plus importantes de ce groupe est Mixener, que vous voyez en bas, qui s'occupe de réseaux de chaud, de réseaux de froid et d'exploitation de bâtiments remarquables. Et c'est ces 3 bâtiments remarquables qu'on va vous présenter aujourd'hui, dans lesquels on va vous présenter les différentes techniques qu'on a mises en œuvre. Et donc une production de froid par compression sur forage, Cité municipale de Bordeaux et la Cité du Vin ici présente, et une production de froid par absorption sur chaleur fatale. Là, c'est la Caisse des dépôts et consignations, c'est notre dernière installation qui se trouve sur le réseau de chaleur de Bordeaux-Belsier, pour ceux qui connaissent, Bordeaux-Bègles Énergie, qui est plutôt au sud de Bordeaux, du côté de la gare, et qui utilise la chaleur produite par l'usine d'incinération de Bègles pour alimenter les bâtiments en chaleur au chaudes sanitaires. Et on a développé des solutions de valorisation de chaleur fatale, comme l'expliquait Madame tout à l'heure, sur plusieurs bâtiments, mais il y en a un seul qu'on a présenté ici aujourd'hui. Alors pour commencer, la Cité du Vin, c'est normal, on y est. C'est une installation qu'on a réalisée et mise en service en 2015. Donc vous voyez, il y a 13 390 mètres carrés pour 1200 kW. Alors il y a une forte puissance installée du fait des besoins de climatisation, mais aussi de déshumidification du fait des œuvres d'art qui peuvent être présentées ici, et pour lesquelles il faut donc maîtriser l'humidité pour éviter une dégradation des œuvres d'art. Donc les ratios de consommation ou de puissance installée au mètre carré sont plus élevés que pour des bâtiments classiques. Je dirais que c'est un cas un peu particulier qui n'est pas significatif, mais ça vous donne un peu une idée des consommations d'énergie qui sont en jeu ici. Alors, la particularité de cette installation, c'est que vous voyez sur le petit schéma en bas, vous avez 4 forages en nappe alluviale à 30 mètres de profondeur. Donc, c'est une nappe d'accompagnement qui est de chaque côté de la Garonne. Donc, c'est de l'eau de la Garonne finalement qui est un peu filtrée par des
par les cailloux, enfin tout ce qu'il y a, les alluvions qu'il y a au bord. Donc c'est une eau plus propre que celle de la Garonne qui est très chargée en vase. Donc c'est bon pour les installations finalement. Et donc cette installation permet de pomper de l'eau qui est autour de 16-17 degrés toute l'année. Donc ça c'est un des avantages de la géothermie, c'est que vous avez une source froide qui est à température quasi constante. Et on l'a fait passer dans une pompe à chaleur pour faire du froid. Enfin un groupe froid réversible pour faire du froid. Donc ça nous permet finalement de faire de la climatisation ou de la déshumidification toute l'année, été comme hiver, avec des machines qui ont des performances qui sont quand même relativement stables du fait de la température stable du forage. Voilà, donc vous avez des éléments qui apparaissent ici. Vous voyez les taux de performance, les consommations énergétiques électriques, parce que comme ce sont des groupes froids ou des pompes à chaleur, eh bien, il faut de l'électricité pour les faire fonctionner, mais avec quand même des taux de performance qui sont... Ça, c'est les taux de performance stables annuels, donc c'est quand même relativement intéressant sur des machines, je dirais, du marché, qui ne sont pas forcément exceptionnelles en termes de rendement, mais qui sont relativement abordables en termes de prix et d'une maintenance très facile. Parce qu'il faut voir ça aussi, que ces installations-là, par exemple, ça va faire 10 ans, on n'a jamais eu de gros incidents, de grosses pannes. Bon, il y a toujours la phase de mise en œuvre, mais ces pompes à chaleur, c'est des machines assez robustes finalement. Les pompages, on a un peu de dépôts qu'on nettoie au niveau des échangeurs, mais rien de bloquant ou de contraignant sur des fonctionnements annuels. Voilà, alors j'ai mis en bas aussi une valeur de prix, parce que c'est toujours intéressant de voir le prix. Alors j'ai mis une fourchette, parce qu'en réalité, tout dépend du rapport entre la puissance installée et les consommations. Donc ça dépend d'un bâtiment, à l'autre. Et surtout, ça intègre ce prix, le coût de l'énergie. Donc évidemment, quand l'électricité augmente, le prix du froid augmente, c'est normal. Mais aussi les coûts de maintenance et de remplacement. Le fameux P1, P2, P3, je pense que tout le monde est familiarisé avec ces dénominations. Donc ça vous donne un ordre de grandeur de prix qui est relativement stable dans le temps, hors année 2022 où vraiment les prix de l'électricité ont anormalement été élevés. Mais ça vous permet de fixer les idées sur le coût annuel d'une solution de climatisation. Alors, la deuxième installation remarquable, c'est la cité municipale de Bordeaux, que vous voyez en photo ici, que vous connaissez peut-être tous. Alors là, on a fait une expérience de mutualisation de production, comme disait madame, c'est-à-dire qu'on, sur les mêmes installations de froid installées dans le sous-sol de la cité, on en profite aussi pour climatiser le musée des Beaux-Arts, qui est de l'autre côté de la rue, et de faire de la déshumidification toute l'année. Donc ça veut dire que les équipements de la cité municipale climatisent la cité municipale pendant les heures ouvrées, donc du lundi au vendredi, et ces mêmes équipements permettent de climatiser aussi le musée des Beaux-Arts les week-ends et l'hiver, alors qu'on ne climatise pas la cité l'hiver. Voilà. Donc c'est un schéma un peu complexe que vous avez en bas. Alors les deux originalités de les deux autres originalités, hormis je dirais la mutualisation des équipements, c'est d'une part l'autoconsommation photovoltaïque. Alors sur le toit de la cité, on ne le voit pas sur cette photo, mais vous avez 1400 m² de panneaux. Et sur une partie de ces panneaux, on fait de l'autoconsommation qui permet d'alimenter les pompes à chaleur que vous voyez à gauche du schéma et au milieu, qui font du froid. Donc ça veut dire que une autoconsommation, c'est vous avez une énergie électrique à 100 € du mégawattheure, alors que vous pouvez l'acheter à 200, 300, 400 € sur les réseaux. Donc en termes économiques, c'est quand même pas neutre, surtout que les panneaux ont des durées de vie de l'ordre de 25 ans. Vous avez donc une stabilité de production. Et l'autre avantage, c'est que c'est ce qu'on a observé. On l'avait regardé d'un point de vue théorique, mais on l'a consolidé sur le réel, c'est que vous avez une correspondance parfaite, je dirais presque parfaite, entre l'activité solaire et la production photovoltaïque et les besoins de froid, ce qui semble assez logique finalement. Et donc, vous optimisez d'un point de vue local l'utilisation des ENR. Alors, deuxième point, troisième particularité, c'est le stockage de glace. Madame en a parlé tout à l'heure. Alors, le stockage de glace qui est en bas du schéma à droite, ça nous a permis d'avoir une puissance supplémentaire en pointe, notamment pendant les canicules. Vous fabriquez la glace la nuit où il peut faire 25-26 degrés. Donc vous n'avez pas besoin de climatiser, d'autant que le bâtiment est fermé, donc il n'a pas besoin d'être climatisé. Et les puissances des machines, vous les utilisez pour faire de la glace que vous faites fondre la journée pour absorber les pics.
Voilà, donc vous avez des prix à peu près du même ordre de grandeur que le projet précédent et des performances relativement identiques. Voilà, comme il me reste peu de temps, je vais passer sur le troisième sujet. Donc c'est la Caisse des dépôts, c'est le nouveau bâtiment de la Caisse des dépôts et consignations à Bordeaux sur le réseau de chaleur. Donc on alimente en chaud, donc c'est le réseau de chaleur issu de l'usine d'incinération de Bègles. Et là, on a spécifiquement une unité de production de froid que vous voyez ici en schéma, avec 2 machines à absorption qui sont en bas du schéma, qui fonctionnent donc avec la chaleur fatale de l'usine d'incinération. On a du stockage de glace comme pour la cité municipale, et on a des machines électriques en support ou en appoint qui permettent de faire la glace la nuit et d'apporter une puissance supplémentaire quand il fait très chaud aux 2 machines à absorption qui fonctionnent, je dirais, qui assurent 80% de l'énergie produite. Alors, on a d'autres installations où on a 100% de machines à absorption. Donc, les consommations électriques par kilowattheure froid sont bien plus faibles. Mais là, on était limité en termes de place et de débit. Donc, on a choisi cette solution de réfrigération. Voilà. Alors, en conclusion, pour ceux qui ont des projets de froid, j'ai mis en bas à droite, vous voyez, un petit schéma qui représente un peu les besoins de froid d'un bâtiment. Et on se rend compte que les pointes sont quand même relativement limitées dans le temps. Et ce qui fait que quand vous concevez une installation de froid, il est pas nécessaire, voire nuisible, d'installer la totalité de la puissance demandée, parce que d'abord, ça va vous coûter cher, ça va vous poser beaucoup de place, ça va vous obliger à avoir une souscription importante si ce sont des machines électriques. Donc, on conseille plutôt soit la mutualisation, comme disait madame, donc il y a un foisonnement sur plusieurs bâtiments, soit du stockage de glace qui permettent de limiter donc ces pointes, justement, par la fonte de la glace la journée. Voilà, la maîtrise des énergies, on en a parlé. Les énergies locales, donc le photovoltaïque, les énergies fatales, les forages géothermiques. Alors dans les 2 cas, cité municipale et cité du vin, ce sont des forages peu profonds. Hein. La cité du vin, c'est moins 30 mètres. La cité municipale, c'est moins 50 mètres. Donc à Bordeaux, on a la chance d'avoir des sous-sols pleins d'eau et on en a profité. Voilà, la vente de froid, alors ça c'est aussi quelque chose qu'on pousse dans notre entreprise parce qu'on se rend compte qu'une bonne conception est souvent à ajuster en cours de vie, et donc quand vous avez un contrat sur 20 ou 30 ans, ça vous permet d'optimiser le système, parce que vous avez tout intérêt en tant que vendeur de froid à optimiser le système, augmenter son rendement, le stabiliser. Contrairement à des unités de production individuelle, on rentabilise, on optimise tout ce qui est contrôle, je dirais, efficacité des équipements. Et au cours de la vie du projet, on peut faire des remplacements avec les meilleures technologies disponibles, ce qui est garanti dans le cadre du contrat, avec des prix qui sont quand même relativement maîtrisés. Voilà. Et puis pour finir, j'ai que 53 secondes pour terminer. Donc on a un gros projet de réseau de froid à base d'absorption à 80%. Donc, il ferait 6 MW à côté de la gare. Donc, on est en train de signer les contrats. Et là, il y a une mutualisation sur 68 000 m² de bâtiments tertiaires. Donc là, on va mettre en fonctionnement, finalement, mettre en pratique l'expérience qu'on a eue sur au moins ces 3 expériences, avec de l'autoconsommation. Je ne vous dirai pas comment, parce que c'est encore un peu confidentiel, mais de l'autoconsommation électrique pour réduire les appels de puissance du réseau, du stockage de glace et des machines à absorption, avec un refroidissement par eau de Garonne. Vous parliez d'eau de Seine tout à l'heure. Donc là, on va utiliser la proximité de la Garonne pour refroidir nos machines. Voilà, donc c'est tout à fait possible et ça marche très bien, pour conclure. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience très positif. Je vous propose qu'on prenne juste 2 petites minutes. Si vous avez des questions à poser à Cindy ou à Gérard sur ces premiers retours d'expérience. La boîte à questions est revenue. Très beau. Oui, juste sur le gros projet, là, c'est sur la chaleur de l'UVE aussi, là, sur la nouvelle unité également. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais vu les puissances, on a été obligé de limiter la puissance absorption parce que le débit qui sort de l'UVE est forcément limité, puisqu'une grosse partie de la chaleur produite par l'UVE est utilisée pour faire de l'électricité. Donc on a une petite partie, disons au moins un tiers de l'énergie qu'on peut utiliser pour faire du froid.
Une autre question en bas. Ouais. Oh là là. Oui, alors, je me demandais, au niveau de la qualité d'eau, est-ce que c'est un enjeu pour la durabilité des équipements? Alors, ça dépend où vous vous trouvez. À Bordeaux, pour la Cité du Vin, c'est une nappe alluviale. Il y a un peu de dépôt qui nécessite un nettoyage des échangeurs à peu près tous les 2-3 semaines, puisque ce dépôt finalement limite l'échange. Mais ce n'est pas une eau corrosive, donc il n'y a pas de sujet. Et cette eau, elle est rejetée dans la Garonne, donc il n'y a pas d'effet sur le milieu. Pour la Cité municipale, ce sont des nappes qui ont des taux de fer plus importants. Donc, qu'est-ce que le fer se dépose sur les échangeurs? Donc, on est obligé quelquefois de déferriser cette eau. Bon, pour la cité municipale, c'est pas utile parce que les taux de fer sont trop faibles pour que ça nuise au bon fonctionnement. On fait 2-3 nettoyages par an, ça suffit. Et je précise que sur la cité municipale, cette eau, on va probablement l'utiliser en substitution d'eau potable pour l'arrosage des parcs et jardins qui se trouvent autour de la cité municipale. Donc, ce sera le troisième effet qui se coule, on va dire, de façon à rendre le système encore plus vertueux. Et voilà. Donc les eaux qu'on a ici à Bordeaux, c'est pas valable dans toutes les régions, hein, mais elles ont des caractéristiques minéralogiques qui ne sont pas du tout incompatibles avec des installations. Et d'ailleurs, on peut le prouver parce que nous, ça fait presque 10 ans, pas tout à fait 10 ans pour la cité municipale et un peu moins pour celle-là. Donc ça fonctionne très bien et vous n'avez jamais vu d'article dans la presse dans lequel les 950 agents de la cité municipale crevaient de chaud en été, ou ici la cité du vin avait été obligée de fermer parce qu'il n'y avait plus de clim. Donc c'est des choses qui marchent très bien, mais il faut faire des analyses préalables et il y a des gens qui sont spécialistes du traitement d'eau qui vous donnent des solutions si vous voulez une eau vraiment. Mais les équipements les supportent quand même, ces eaux-là, sans problème. Une dernière question. Non. Alors, je me tourne vers Richard Loyen. Vous commencez à connaître, vous l'avez déjà vu intervenir. Ouais, je vais passer vite, c'était juste... Je suis d'Enerplan, et Enerplan n'est pas une entreprise, c'est un syndicat professionnel, donc on a près de 400 membres sur l'ensemble de la chaîne de valeur thermique et photovoltaïque. À peu près 80% de photovoltaïque et 20% de thermique, si on veut donner la courbe gaussienne de nos adhérents. Certains font les deux. Et justement, donc le solaire thermique, on connaît pour produire l'eau chaude. Vous avez beaucoup parlé là jusqu'à maintenant de cette production d'eau chaude, mais il paraît qu'en le couplant, on peut aussi faire du froid. Oui. Est-ce que c'est des modèles qui ont des bons retours? Est-ce que c'est éprouvé techniquement, financièrement? C'est ce qu'on a vu dans les deux présentations précédentes. Les machines à absorption, ça fonctionne bien. Et on avait une belle référence en France qui est la cave de Banyuls, qui est à côté de Perpignan, qui a été mise en service en 92, qui a fonctionné pendant plus de 20 ans. Qui a été arrêté il y a quelques années de ça. Ils ont démonté la tour. Voilà, c'était une belle référence. Avec sur l'économie aujourd'hui, la difficulté ou la concurrence, c'est la machine à absorption coûte plus cher que des climatisations qu'on va alimenter par ailleurs. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive à financer ce surcoût d'efficacité de production de froid. Mais sur vos projets, vous avez déjà dans votre business model le fait de mettre une machine à absorption. On peut produire de la chaleur pour l'alimenter sans problème. On a des capteurs aujourd'hui qu'on peut intégrer sur le bâti, mettre à côté, etc. On peut alimenter. Ça fonctionne, ça a fonctionné. Malheureusement, ça a été arrêté. Après, il y a le photovoltaïque qui peut être utilisé. Donc on peut alimenter un climatiseur électrique directement avec du photovoltaïque. Ça ne résoudra pas le problème de l'îlot de chaleur. Enfin, ça va plutôt renforcer le problème de l'îlot de chaleur. Ça va juste baisser le problème de la pointe de consommation électrique au niveau du réseau. Mais ça existe. On peut avoir une pompe à chaleur réversible RO, par ailleurs alimentée avec du photovoltaïque. Et on peut avoir une pompe réversible OO alimentée avec du photovoltaïque hybride. C'est le photovoltaïque où la face avant produit de l'électricité, la face arrière produit de la chaleur. Cette chaleur, elle fait généralement moins de 40 degrés et on peut l'envoyer dans la source froide de la pompe à chaleur, de la sorte qu'on a une pompe à chaleur qui a un coefficient de performance qui est quasiment celui de la géothermie, mais sans la géothermie. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est intéressant.
mais il en restera que toujours ça ne résoudra pas le problème qu'on rejette de la chaleur dehors, parce que c'est un équipement individuel. Voilà, ça c'est ce qui existe. Après, j'ai fini ma présentation parce que la chaleur solaire ou le solaire, à la base, on n'est pas pour faire du froid, simplement pour limiter, parce que j'ai encore beaucoup de temps, sur l'habitat, on parlait tout à l'heure d'adapter le bâtiment. Moi, je travaille avec la DRAC et l'Adréal en PACA sur les problématiques d'intégration vis-à-vis des ABF, du solaire, etc. Et comment est-ce qu'on adapte la ville à ce qui se prépare. On a vécu à Marseille il y a 2 ans 24 jours à plus de 36 degrés tous les jours. On fondait littéralement. Et notamment, se pose la question de certaines villes de est-ce qu'on ne va pas pas généraliser, mais déployer des canopées solaires, des pergolas au-dessus des bâtiments pour, entre guillemets, que le bâtiment il reçoive moins de flux solaire, moins de chaleur au niveau de la toiture. C'est des choses qui se développent dans les ZNI. Hein. On n'a rien inventé en le découvrant en métropole, mais ça existe déjà ailleurs et ça évite de Ça existe dans le sud de l'Espagne notamment, beaucoup. Dans le sud de l'Espagne aussi. Donc, voilà, on va éviter que le bâtiment soit écrasé de chaleur et le photovoltaïque va faire la barrière. Après, il y a des équipements qui sont des équipements passifs, au sens passif, qui ne font pas de froid mais qui font du bien. C'est les brasseurs d'air. Au niveau des bâtiments, pour faire de la surventilation, brasser de l'air, ça rafraîchit pas, mais ça donne un sentiment de confort un peu supérieur sans avoir besoin de climatiser. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on doit pouvoir utiliser. On parlait de l'adaptation des bâtiments. Je vois des bâtiments aujourd'hui qui existent avec des casquettes de protection qui sont inactives. Enfin, je dirais, on utilise du métal pour se protéger du soleil. Demain, on peut très bien avoir la même chose avec du solaire. Voilà, c'est des genres d'équipements qui sont assez facilement déployables. Mais voilà, donc sur la première diapo, c'était machine à absorption. Si vous les avez dans vos projets, on peut regarder les alimenter avec de la chaleur solaire complémentaire. Je pense que c'est quelque chose sur lequel, peut-être avec Bordeaux, on pourra regarder, parce que ce qui coûte cher, c'est pas le solaire, c'est la machine. Donc à partir du moment où on finance déjà la machine, on doit pouvoir trouver un chemin. Et puis les autres équipements aujourd'hui, je pense qu'on va également voir des progrès au niveau on les voit déjà chez les fabricants de pompes à chaleur et de clim réversibles, des choses qui puissent être alimentées directement en courant continu pour ne pas avoir besoin de transformer, pour ne pas avoir de fluide frigorigène à l'intérieur. Enfin, il y a quand même aujourd'hui des avancées en termes de R&D, de nouvelles solutions. Avec, entre guillemets, le marketing, c'est, entre guillemets, le froid gratuit, au sens où, vous l'avez dit, on a besoin de chaleur quand il y a de froid quand il y a du soleil, et que finalement, on a parfaitement un alignement entre la production et le besoin, et de livrer, entre guillemets, des solutions un peu quittées, avec une puissance, un climatiseur qui est particulièrement efficace et qui peut être alimenté principalement ou en totalité avec du photovoltaïque. C'est pas encore sur le marché, mais c'est ce qui est dans les cartons aujourd'hui d'un certain nombre d'industriels. Merci voilà. beaucoup. Donc on est dans l'innovation. On va aller finir notre tour d'horizon justement du froid renouvelable vers une solution innovante. Donc je me tourne vers Éric Dupuis. Une solution donc, qui permet de produire et stocker du froid avec de l'énergie photovoltaïque. C'est Cryosolar. Donc comment ça fonctionne? Quel est le modèle économique? Et je crois que vous allez nous faire un petit peu voyager. Ouais, vous m'entendez? Oui, mais ça marche. Merci beaucoup. Oui, bonjour à tous. Merci d'être encore là pour nous écouter. Effectivement, je vais vous emmener un petit peu plus loin que la région bordelaise, puisque je représente la société Valorem, qui est basée historiquement à Bègles. C'est une société qui a été créée il y a maintenant 30 ans et qui est spécialiste des énergies renouvelables. Donc on est producteur d'électricité à partir d'éolien et solaire. On est présent sur à peu près toutes les régions françaises, y compris les régions d'outre-mer, où moi j'ai travaillé pendant très longtemps sur l'agence en Caraïbes, et où on a développé beaucoup d'applications en R&D sur
l'intégration des énergies renouvelables sur les réseaux faibles, les réseaux non interconnectés ou les réseaux fragiles en termes d'approvisionnement ou très carbonés sur leur production d'électricité. Donc on a beaucoup travaillé sur ces sujets du stockage qui permettent de mettre en adéquation une production solaire ou éolienne avec une consommation. On parlait de climatisation. C'est vrai qu'on découvre un peu en France hexagonale aujourd'hui les problématiques de la climatisation, mais c'est des choses très connues dans les DOM, où en fait les pointes de consommation sont générées depuis maintenant 20 ans par les clims individuels, et il faut que le réseau s'adapte à couvrir ces pointes de consommation. Alors, l'idée qu'il y a derrière ce concept cryosolar en termes de R&D, c'était de dire on a besoin de réguler une production de froid. Pourquoi stocker de l'électricité alors que notre besoin, c'est du froid? Donc comment on fait pour adapter un stockage de froid à une production d'électricité intermittente, qui va être intermittente même si elle est prévisible, mais en tout cas qui va être liée à un gisement solaire. Alors c'est tout un programme de R&D qu'on a incubé depuis maintenant 8 ans au sein de la société avec initialement l'idée d'essayer de répondre à une problématique au Sénégal sur le secteur du poisson, le secteur de la pêche et de la conservation des produits de la pêche. En 2016-2017, on a beaucoup travaillé sur un peu l'état de l'art sur le stockage froid. Ensuite, on est passé sur des phases 2018-2019 où on a construit ici, au siège de la société à Bordeaux, les premiers prototypes. Et puis enfin, 2021-2022, ça a été le déploiement des premiers pilotes en conditions réelles d'exploitation. 2 installés au Sénégal et 1 en Guadeloupe. Et depuis 2023, une fois qu'on a fait la démonstration en fait, du fonctionnement technologique, de la fiabilité technologique de notre solution, on a abordé l'industrialisation et les modèles économiques associés au déploiement de cette technologie. On est aujourd'hui dans cette phase-là. L'idée de CryoSolar, c'était de faire un conteneur qui soit à la fois une chambre froide et son propre producteur d'énergie, donc complètement autonome en énergie, et de garantir surtout un froid fiable et continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, uniquement alimenté par de l'énergie solaire. Le principe de fonctionnement, sans aller trop dans le détail, la journée, on a des panneaux solaires en toiture du conteneur qui viennent produire de l'électricité. Ça alimente un groupe froid, un compresseur classique, qui vient produire du froid pour la chambre froide en suivant une consigne de température, qu'on peut régler entre, on est parti sur notre prototype entre moins 20 degrés et plus 10 degrés pour avoir un spectre assez large. Donc on vient alimenter la chambre froide en froid et également on vient faire un stockage eutectique. Donc on vient congeler des bacs, en fait on vient faire un stockage à moins 25 degrés. Donc la production solaire qu'on a la journée couvre à la fois l'alimentation de la chambre froide et également la réserve de frigories qu'on va constituer pendant la journée. Pendant la nuit, on n'a plus de solaire, donc plus d'électricité. On a un petit peu de batterie lithium qui permettent d'alimenter les automates et une pompe qui va servir à venir puiser les frigories dans le stockage froid pour les restituer dans la chambre froide. Donc on n'a pas d'innovation fulgurante, hein. On n'est pas Tesla sur ce genre de système. L'idée, c'est de faire, avec les solutions qui existent aujourd'hui, le solaire photovoltaïque, c'est des technologies qui sont parfaitement maîtrisées à ce jour. La charge de batterie lithium, parfaitement maîtrisée. Je vais faire pour simplifier, démystifier un petit peu, le stockage froid, c'est comme si vous aviez les bacs bleus que vous utilisez dans vos glacières en été, on les congèle la journée, on les dégèle pendant la nuit. C'est à peu près ça. Et cet assemblage de technologies assez simple, on le gère avec un EMS, un Energy Management System, qui nous permet d'optimiser toute la consommation, la production et la consommation d'énergie et rendre cette chambre froide complètement autonome. Alors l'enjeu d'une chambre froide comme ça, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais bien sûr, alors les enjeux classiques, c'est des enjeux sanitaires, puisque là, on s'adresse, nous, à tout ce qui est perte alimentaire, lutte contre le gaspillage, lutte contre la propagation de maladies, de bactéries, etc. Et une meilleure gestion des flux et des stocks sur des endroits qui sont isolés du réseau. Ensuite, qu'est-ce qu'on amène de particulier à CryoSolar ? C'est une autonomie énergétique liée à l'énergie solaire. C'est une maîtrise des coûts, on l'a un peu évoqué, mais quand on investit dans un système d'énergie renouvelable, on investit dans sa facture d'électricité pour les 25 années à venir. Et ça, c'est un modèle économique qu'il faut arriver à faire comprendre, puisqu'il est inversé par rapport à un modèle connecté au réseau ou un modèle où on va être sur un groupe électrogène, où il va falloir acheter l'électricité au fur et à mesure.
Cette maîtrise des coûts, on investit dès le début, quand on investit dans un panneau solaire sur 20 ans de production d'électricité, ça veut dire que sur les 20 ans, on connaît exactement le coût de l'énergie qu'on va avoir à consommer. Et puis derrière, l'enjeu pour nous, c'est la fiabilité et la qualité du service de froid qu'on amène. C'est comment on peut garantir derrière une vraie fiabilité de ce service. Alors, rapidement, je vous montre à quoi ça ressemble. Là, on est sur le quai de Mbour, qui est au sud de Dakar, au Sénégal, donc installé depuis 2021. Ici, vous avez en bas à gauche celui de l'île de la Désirade en Guadeloupe, le quai de Fastboy qui est au nord de Dakar. Voilà, tout un service. Là, on adresse les pêcheurs et les marailleurs, et donc un service de conservation du poisson qui se met en place autour de ça. L'objectif pour nous de ces 3 démonstrateurs, c'était de faire la démonstration du fonctionnement et de la fiabilité, ce qu'on a fait sur les 3 années passées, avec un taux d'autonomie qui est supérieur à 95% sur les 3 sites, et un système secouru connecté au réseau qui est très très rarement sollicité pour assurer la continuité du service. Donc maintenant, on est plutôt à travailler le modèle économique et quelles sont les modalités pour arriver à avoir un service de froid qui vient couvrir cet investissement dans un outil renouvelable. Aujourd'hui, dans un contexte comme celui du Sénégal ou celui du Bénin, sur lequel on a des projets également en développement, ou de Madagascar, c'est des prix de l'électricité très élevés, des réseaux qui sont défaillants, donc des services défaillants, des prix d'électricité très élevés, et un système comme celui-ci, on arrive à l'amortir en à peu près 5 ans. Et en 5 ans, on arrive à vendre un service qui soit compatible avec une économie de flux en francs CFA sur un prix du poisson sur un quai de pêche à Madagascar ou au Sénégal. Et donc les personnes peuvent, les bénéficiaires en fait, peuvent acquérir en 5 ans un outil de ce type à condition qu'on mette les bons outils financiers en face en termes de leasing ou de location-vente. Ça, c'est un contexte où on a des prix de l'électricité très élevés, voire pas d'électricité du tout en fonction des sites. Aujourd'hui, pour nous, les perspectives et les enjeux, c'est d'arriver à adapter ce modèle à tout type de contexte. Donc on a ce produit, on va dire tout-terrain, qu'on va pouvoir déployer sur les sites complètement isolés. Mais on est en train aussi de travailler sur cette brique technologique du stockage froid associé au solaire photovoltaïque, en dissociant la chambre froide du local technique avec son stockage et de la production photovoltaïque, et en associant cette brique technologique à des logiques d'autoconsommation photovoltaïque. Donc comment on vient intégrer en fait cette brique du stockage asservie au solaire. Le stockage froid, on l'a servi souvent pour les pointes de consommation, comme on a vu là, ou sur un signal tarifaire. Nous, l'enjeu maintenant, c'est de l'asservir vraiment à la production solaire pour optimiser les taux d'autoconsommation et passer sur des taux d'autoconsommation de 30-35% classiquement sur des installations qu'on fait aujourd'hui à des 75-80% pour des gros consommateurs de froid. Jusque 2020-2021, on pensait que le marché français n'allait pas forcément être adressé par ce type de technologie. Depuis 2022, la donne change assez vite. Et les projections sur les prix de l'énergie et les projections aussi, nous, sur des technologies finalement assez simples et assez robustes qu'on est capable de mettre en œuvre, nous font entrevoir des perspectives, dans un premier temps, sur le monde agricole, où on va pouvoir avoir ce type d'offre sur en complément soit de projets agrivoltaïques, soit sur des installations laitières, donc sur des installations plus ou moins isolées, on va dire, sur les réseaux un peu faibles qu'on peut avoir sur certaines régions françaises, où là, on va avoir des solutions d'autonomie énergétique et de continuité de service froid qui vont être intéressantes. Mais au-delà de ça, on commence aussi à voir apparaître des besoins dans l'hôtellerie, des besoins dans l'industrie, sur les gros stockages de froid, les gros stockages de denrées périssables, où on va pouvoir là être vraiment très pertinent avec un stockage froid associé à de l'autoconsommation photovoltaïque. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans cette phase à la fois d'industrialisation de la solution pour arriver à en optimiser le coût et de déploiement. Et on est ouvert en fait à tout type de partenariat, de projets autour de ça, sachant que l'idée pour nous, c'est d'incuber ce concept au sein de Valorem, qui est une société beaucoup plus grosse et qui permet de porter en fait ce genre de développement de R&D.
Voilà, et Valorem est aussi une entreprise à mission, et ce programme de stockage cryosolar répond à cette mission qui est de défendre et mettre en œuvre une vision solidaire de la transition énergétique. Et c'est là-dessus qu'on travaille au travers de cette chambre froide. Merci beaucoup pour cette expérience. Donc un beau projet en cours de développement et qui cherche son marché finalement aussi sur le territoire national. Est-ce que vous avez des questions, que ce soit à Richard, à Eric ou sur les présentations précédentes? C'est moi, il n'y avait pas de chance. Agnès veut jeter la... Ah. Merci. Il faudrait rallumer le micro, s'il vous plaît. En profiter. Très bien. Bonjour à tous. Moi, j'avais juste une question. Je trouve que la dernière solution, enfin cette solution en tout cas, m'a suscité de l'intérêt chez moi. J'aimerais tout bêtement savoir qui peut s'offrir ce type de solution et s'il y a des aides, tout simplement. Le combien ça coûte? Aujourd'hui, un conteneur comme ça, autonome, qu'on vient poser, qui produit son énergie, et une chambre froide complètement autonome, ça va coûter à peu près 200 000 €. C'est l'ordre de grandeur. Au niveau des aides, sur la France hexagonale, malheureusement, on n'a pas grand-chose aujourd'hui à mettre